Alors, rebonjour madame, rebonjour monsieur. Mon nom est Alain Rioux, porte-parole pour les familles biologiques. Nous avons déposé notre mémoire à la commission parlementaire. Les législateurs l'ont entre leurs mains. Alors, je vais poursuivre les explications sur les changements législatifs que nous demandons, les amendements que nous demandons à ce projet de loi. Nous étions rendus à l'amendement numéro 22. Et là, on entre dans un chapitre qui est extrêmement important sur la réception et le traitement des signalements. Et comme je le disais au dernier épisode, en vérité, cette partie de la loi devait être étudiée et devait être étudiée en long et en large par la commission Laurent. Et malheureusement, dans le projet de loi numéro 15, il n'y a absolument aucun changement qui est prévu à la loi sur la question des signalements. Nous, on propose un changement majeur. Majeur. Et, je vous le répète, notre projet, nos amendements, le mémoire de famille biologique, repose principalement sur un avant-projet de loi qui avait été déposé à l'Assemblée nationale en 1974 où on proposait une structure au-dessus de la DPJ. Et à ce moment-là, ce n'était pas la DPJ qui devait recevoir les signalements et les analyser et les évaluer. Donc, on veut revenir à cette structure. Donc, amendement numéro 22. Les articles 45 et 45.1, on demande qu'ils soient remplacés. À l'article 45, l'UIJ, dont nous avons parlé, qui est l'unité d'intervention jeunesse, qui sera une escouade spécialisée de la Sûreté du Québec pour intervenir en état d'urgence. L'UIJ doit recevoir le signalement, procéder à son évaluation immédiate dans un esprit d'intervention en fonction de la notion de risque sérieux comportant la présence d'éléments graves, importants et inquiétants, notamment lorsqu'il existe un élément factuel sur lequel on peut sérieusement tirer une conclusion de danger immédiat. Il faudra qu'il y ait des personnes spécialisées sur la question de la dangerosité, parce que le mandat de l'UIJ, c'est pas d'évaluer de manière globale les signalements qui sont déposés, mais uniquement de pouvoir faire en sorte qu'il y ait une intervention immédiate dans les prochaines minutes s'il y a un danger pour l'enfant. Quand un enfant est en danger, qu'on puisse intervenir immédiatement dans les prochaines minutes pour dépêcher un policier sur les lieux. Donc, question de danger immédiat à l'UIJ. Dès la réception d'un signalement, lorsque l'analyse révèle 3 critères permettant de constater la nécessité, immédiat dans le temps, urgent par son contexte et dangereux quant à la sécurité de l'enfant, sans délai, l'UIJ dépêche un policier mandaté pour intervenir en urgence. Donc, je vous lis textuellement, c'est l'article 45. Donc, avec 3 critères, immédiat dans le temps, urgent dans son contexte et dangereux quant à la sécurité de l'enfant, sans délai, l'UIJ, le centre de contrôle qui reçoit un appel au numéro 119, contacte un policier pour intervenir directement en urgence pour aller vérifier la situation de l'enfant. Toutefois, avant de retirer l'enfant de son milieu, le policier est assujetti à l'autorisation du CRM, qui peut se rendre sur place s'il le juge nécessaire. Donc là, vous faites un signalement au 119 et disons que c'est un couple au 10e étage à Montréal qui sont en train de... C'est une grosse chicane, il y a des cris, il y a quelque chose de grave qui se passe. Quelqu'un appelle au 119. Le 119 reçoit ça, il constate qu'il y a un danger immédiat pour l'enfant dans la situation où il y a une chicane qui est grave. Un policier est contacté le plus proche possible du lieu, il va directement au 10e étage et il arrive sur les lieux. Mais le policier
ne peut pas retirer l'enfant de son milieu immédiatement. Le policier va être sur les lieux, il va assurer la protection à l'enfant. Le policier, faut qu'il reçoive l'autorisation du CRM, parce que le CRM, c'est le comité multidisciplinaire régional, multisectoriel. Donc, eux autres, le policier va appeler, va décrire la situation au CRM, aux médecins, aux psychologues, etc., qui sont là. Si le CRM donne l'autorisation au policier de retirer l'enfant immédiatement, vu les circonstances, le policier peut emmener l'enfant au centre jeunesse le plus proche. Sinon, le CRM peut se rendre sur place, mandater un travailleur social, par exemple, s'il le juge nécessaire, avant de rendre la décision de retirer l'enfant. Et là, on prend les mesures nécessaires sur place. Lorsque la situation de l'enfant permet de conclure sur le bien fondé de la dangerosité, puisque là, il y a des gens sur place qui vont évaluer la dangerosité, là, le policier peut retirer l'enfant de son milieu et le transporter immédiatement jusqu'au centre jeunesse le plus proche. Donc là, on agit immédiatement sur les lieux, ça prend quelques minutes. Et là, on n'est pas dans une situation où il y a une liste interminable de signalements et qu'on attend et que le ministre cherche des employés pour traiter le signalement. Immédiatement, c'est la police. Et c'est un rôle aussi des policiers d'enquêter. Ils se rendent sur place en quelques minutes. Après ça, si le policier raconte la situation aux experts du CRM le plus proche, s'il y a évidence qu'il faut retirer l'enfant, le policier retire l'enfant. Sinon, le CRM envoie le travailleur social qui évalue la situation sur place et la décision est prise, est-ce qu'on retire ou non l'enfant de son milieu. Parce qu'aujourd'hui, les signalements traînent. Ça prend du temps. La DPJ intervient, sont débordés. Et là, on prend des mesures de 48 heures pour des motifs qui ne tiennent pas la route. Il n'y a pas de danger. Il faut arrêter d'agir n'importe comment. Article 45.1. Si l'unité UIJ ne retient pas le signalement lorsqu'il y a un appel au 119, c'est-à-dire qu'on considère qu'il n'y a pas de dangerosité, il n'y a pas de danger pour l'enfant. Par exemple, si c'est un directeur d'école qui appelle pour dire qu'il y a une négligence sur le plan éducatif, il n'est pas nécessaire d'envoyer un policier à la maison. OK? Donc, dépendamment du contexte, l'UIJ, les policiers sont là pour intervenir pour sauver l'enfant d'un danger. Donc, des négligences mineures, on n'enverra pas un policier sur place. Donc, à ce moment-là, l'UIJ ne retient pas le signalement parce qu'il n'y a pas de dangerosité, il n'y a pas de danger. La situation est transférée au CRM, c'est-à-dire au comité régional multidisciplinaire. Je répète encore une fois que le comité multidisciplinaire, médecin, psychologue pour enfants et adolescents, un avocat en éthique, travailleur social, recherchiste spécialisé. Bon, une équipe multidisciplinaire, ça existe déjà, d'ailleurs, le CIA dans la région de Québec. 45.1, deuxième paragraphe. En tout temps, le CRM peut confier la situation au directeur de la protection de la jeunesse. Si il y a un signalement qui est fait, que les policiers vont sur place et que là, il s'agit d'un enfant qui a été gravement battu et que, je ne sais pas, moi, un des parents a un dossier criminel long comme le bras et que les faits sont évidents, ben là, à ce moment-là, une personne comme ça peut aller directement au DPJ, là. Parce que là, il y a un événement grave, majeur, il y a des faits concluants, la conclusion est claire. Donc là, c'est un cas de DPJ. Donc, en tout temps, le CRM peut envoyer le signalement à la DPJ. Particularité très importante, en aucun temps, aucun enfant ne pourra être retiré de son milieu habituel
sans une autorisation du conseil multidisciplinaire. La DPJ, il n'y a plus personne qui va aller chercher un enfant pour 48 heures sur des spéculations ou sur des hypothèses sans que un médecin, un psychologue, un policier, un avocat, un intervenant, un recherchiste ne se soit penché sur la question. Et présentement, dans la loi, les mesures immédiates, c'est au bon vouloir de l'intervenante. Et un juge n'a même pas besoin de se pencher sur la question, elle a juste besoin d'appeler le greffier de la cour, on lui donne une autorisation, on retire un enfant pour une mesure immédiate, on appelle les avocats, tout le monde s'en va en cour, on place l'enfant en famille d'accueil. Donc, il faut maintenant que ce soit le conseil multidisciplinaire, qu'il y ait du monde, que ce soit une démarche très sérieuse et qu'on se penche sur la question avant d'enlever l'enfant de sa famille. Amendement numéro 23. Donc, les articles 45.2 à 45.7 sont ajoutés. Donc, on ajoute 5 articles à la loi sur la question du signalement, du traitement du signalement. Lorsque le signalement est retenu par le CRM, si nécessaire, le travailleur social procède à une vérification complémentaire dans le milieu familial des enfants ou dans un autre milieu qu'ils fréquentent. Donc là, on ne parle pas de la DPJ. On n'est pas encore rendu à la DPJ. Le CRM va transmettre le dossier à la DPJ lorsqu'il aura constaté qu'il aura tout fait pour régler la situation, pour aider la famille, et que ce n'est pas possible. Pour l'instant, le travailleur du CRM, lui, ne saisira pas le tribunal. Ce n'est pas son rôle à lui. Le CRM, son rôle, c'est de donner des soins, de donner des services, d'aider la famille. Donc là, c'est aussi un esprit de rétablir un lien de confiance entre les familles et l'intervention de l'État. Donc, aujourd'hui, les gens ont peur de la DPJ. Les parents ont peur de la DPJ. Mais avec le CRM, c'est pas la même chose, parce que le CRM, lui, il n'a pas le droit de saisir le tribunal. Le CRM n'a pas le droit d'enlever l'enfant à la famille. C'est pas son rôle. Son rôle, c'est d'aider la famille. Donc là, quand une famille va être au niveau de travailler avec le CRM, elle n'a pas à craindre de perdre son enfant. La famille, à ce moment-là, elle explique sa situation pour obtenir des services. Si on ne peut pas régler la situation, là, après ça, au troisième niveau, la DPJ interviendra au troisième niveau du signalement. Le CRM peut collecter tous les renseignements nécessaires à son évaluation, comme le directeur de la protection de la jeunesse peut le faire aujourd'hui. À ce niveau-là, les employés du CRM, médecins, psychologues, etc., peuvent obtenir les renseignements qu'ils ont besoin et il y a un recherchiste dans l'équipe qui va s'occuper de cette partie-là. Le CRM peut convoquer l'enfant et ses parents ou toute autre personne s'il est d'avis que la situation de l'enfant ou des parents ont besoin d'aide. Donc, le CRM, en faisant son évaluation, s'il retient le signalement, convoque la famille, même si c'est des parents séparés, il peut les convoquer séparément. Et là, c'est une équipe multidisciplinaire, là. OK? Il y a un médecin, un psychologue, un travailleur social, un policier, un avocat. Et leur rôle à eux autres, c'est de regarder la situation avec la famille pour trouver des solutions aux problèmes. Article 45.3. Le CRM il doit, si la famille y consent, conseiller l'enfant et ses parents et les diriger de façon personnalisée vers les établissements, les organismes et les personnes les plus aptes à leur venir en aide et convenir avec l'organisme qui va fournir des services, des modalités d'accès de services, notamment du délai. Donc le CRM, dans le fond,
un rôle de regarder la situation avec la famille et avec l'enfant pour voir quels sont les services que cette famille-là a besoin dans leur situation. Et après ça, le CRM fait le pont avec les services de première ligne ou les services de l'État, que ce soit au CLSC ou à l'hôpital ou dans des services psychologiques ou peu importe, docteur Julien ou n'importe quoi, le CRM fait le pont entre la famille, il organise les visites, il organise les rencontres avec les organismes pour la famille, pour que ces derniers puissent obtenir les soins après avoir évalué la situation. Lorsqu'il s'agit d'un enfant de moins de 14 ans, les consentements requis sont donnés par les pères et mères. Parce que, bien entendu, en vertu de la loi sur la santé et les services sociaux, on ne peut pas nous forcer à recevoir des services, à recevoir des soins. C'est une question de consentement. Donc, les personnes doivent consentir. Donc, c'est la même chose. Le CRM regarde la situation, évalue la situation de l'enfant et de sa famille et propose des solutions à cette famille-là. Et les familles vont signer un consentement. Lorsque l'usager est un enfant de 14 ans et plus, le CRM peut informer ses parents si cet enfant y consent. Parce qu'aussi dans la loi, l'enfant de 14 ans peut choisir lui-même les traitements et les soins dont il a besoin. Et il n'est pas obligé de dévoiler le contenu de son dossier à ses parents. C'est la loi. Donc, c'est la même chose avec le CRM. Si le CRM rencontre un adolescent en particulier et que le CRM et l'enfant concluent qu'un certain service ou certains soins sont nécessaires pour cet adolescent-là, que ce soit sur le plan psychologique ou sur un autre plan, et qu'il y a un consentement qui est donné par l'enfant de plus de 14 ans au CRM, le CRM organise les visites et les rencontres pour le bénéfice de cet adolescent-là et le CRM peut le dire aux parents si l'enfant y consent. Mais là, à partir de 14 ans, c'est une décision qui appartient aux mineurs de 14 à 18 ans. 45.4. Le CRM transmet les plans d'intervention et rapporte la situation aussi complètement que possible au directeur de la protection de la jeunesse. Donc, la protection de la jeunesse est au courant que le CRM est en train de travailler avec une famille. Mais la DPJ n'a pas le droit d'intervenir dans cette famille-là. La DPJ ne peut pas prendre une mesure immédiate, ne peut pas aller dans cette famille sans que le CRM décide de lui transférer le dossier. Parce que là, on veut créer un lien de confiance entre les familles et les services de l'État. Et aujourd'hui, tout le monde a peur de la DPJ. La DPJ a détruit sa crédibilité avec les années à force de faire des choses qui ne tiennent pas la route. Les gens ont peur. Et là, il faut qu'on donne une possibilité à un organisme qui est indépendant de la DPJ d'aider les familles. Dans le rapport Laurent et le ministre, on nous parle qu'on va donner des services de première ligne. Mais la relation est difficile entre les familles et les intervenants du DPJ. Il y a beaucoup de méfiance. Donc, c'est pour ça qu'on a un organisme régional qui est indépendant de la DPJ et quand les parents vont aller là avec l'enfant, ils sont certains qu'ils ne se feront pas amener au tribunal parce que la DPJ ne peut pas intervenir dans le mandat du CRM. Et le CRM n'a pas un rôle d'amener les enfants et leurs parents en justice. Ce rôle-là, il va être exclusif au DPJ. Mais avant que le DPJ exerce son droit de saisir un tribunal, le CRM a un mandat qui lui appartient, qui est indépendant, dans lequel la DPJ ne peut pas intervenir. Donc, le directeur s'assure auprès des organismes, à ce niveau-là,
Le droit du directeur, c'est de s'assurer auprès des organismes que l'enfant et sa famille reçoivent avec l'intensité requise les services que le CRM a proposés. Donc, la famille va aller rencontrer des organismes qui vont donner des soins. Et la DPJ, son mandat à ce moment-là, c'est de s'assurer que ces organismes-là donnent les soins dont la famille a besoin. 45.5. Lorsque le directeur est d'avis que la situation de l'enfant risque d'être compromise, il rapporte la situation aussi complètement que possible au CRM. Donc, de son côté, le DPJ enquête sur la situation dans les organismes. Est-ce qu'on donne les services? S'il se rend compte qu'il y a des choses qui ne vont pas, il rapporte la situation au CRM pour que le CRM puisse corriger le tir. 45.6. Le CRM procède à une réévaluation de la situation de l'enfant et ses conditions de vie et propose des correctifs appropriés au plan d'intervention dans l'intérêt de l'enfant. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans les services et que la situation ne va pas bien, n'évolue pas bien, le CRM réévalue, on regarde et il décide à ce moment-là si la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis. Si c'est le cas, le CRM transfère le dossier au directeur de la protection de la jeunesse. Si l'équipe multidisciplinaire en arrive à la conclusion que les parents ne jouent pas leur rôle ou que les services ne sont pas appropriés et qu'on ne peut plus régler cette situation-là, là, ça s'en va dans les mains du DPJ. Merci. Au plaisir. Sois véritable, que l'amitié reste durable, que nos conflits demeurent conciliables, que notre mort ne soit pas brutale, que nos enfants sois très joyeux, que nos jeunes gens restent bien heureux, que le bonheur demeure leur fortune, que notre vie ne soit pas obscure et que la paix mène enfin le monde. Que le respect soit manifeste, que l'espérance reste infinie, que nos souffrances demeurent supportables, que la vieillesse ne soit pas triste et que la paix mène enfin le monde. Partout dans ce monde, bien. Je ne vous demanderai rien. Et vous, vous en étiez douté que moi, je ne faisais que passer. Oui, moi, je ne faisais que passer.